a toujours beaucoup de plaisir à lire votre œuvre. Et alors là, vous allez sur le terrain du cinéma. Le crime au cinéma, 200 faits divers racontés par des films aux éditions Grunt. C'est une somme. On y reviendra. Évidemment, on est fasciné par les faits divers. Hein. C'est la vie, le fait divers. La mort, c'est la vie. Vous imaginez le théâtre antique, l'opéra, la comédie, le cinéma, la télévision, les journaux et les discussions du café du matin sans faits divers. Oui, mais il y a du suspense dans les faits divers aussi, quand on les raconte au cinéma. C'est pour ça on est pris non, si vous regardez Colombo, vous savez tout au début. Et pourtant, jusqu'à la fin, vous essayez de comprendre comment lui va réussir. Voilà. Et si vous regardez Hercule Poirot, vous avez l'effet inverse. Vous ne comprenez rien au début. Et pourtant, vous attendez jusqu'à la fin. Donc, en fait, on a un peu tout. Mais ce qui est formidable dans le cinéma, c'est qu'il invente beaucoup, mais là, je n'ai pris que des faits divers réels, qui sont soit des docu-fictions, c'est très très proche de la réalité, soit des pures fictions, c'est très très éloigné de la réalité. Mais savez-vous quel est le premier ? Le tout premier. Chronologiquement, dans l'histoire, oui, dans l'histoire. Le premier film consacré à un crime. Un fait divers. Non, vous allez nous 1899, l'affaire Dreyfus, par Georges Méliès. Ah oui. Film qui est présenté non pas dans des cinémas, puisque ça n'existe pas, mais avec des petits projecteurs qui sont diffusés dans des salles avec des murs blancs ou des draps. Et que se passe-t-il ? C'est le premier docu-fiction de l'histoire, censuré. Le gouvernement a tellement peur que le film remette en cause la vérité officielle de l'époque qu'il le fait interdire. Donc c'est à la fois le tout premier censuré et le tout premier qui se bat pour mettre en avant la vérité contre la fiction judiciaire, la vérité du cinéma. Alors, vous avez une définition assez large avec Stéphane Boutsock, qui est votre co-auteur, du fait divers, parce qu'il y a l'affaire Dreyfus, il y a Erin Brockovich, par exemple, ce film avec Julia Roberts. On se dit, il y a Munich, il y a Novembre. Oui, c'est un fait divers pour vous ? Tout ça, bien sûr. Mais la rubrique fait divers, c'est ce qu'on n'arrivait pas à mettre dans les journaux, dans des rubriques précises qui étaient le social ou l'économique. Il n'y avait pas de rubrique crime dans les journaux. Ça n'existait pas. Avant le petit journal et l'affaire, une affaire qui a fait vendre le petit journal pas cher, 26, 30, 40 éditions par jour, où le fait divers est tout d'un devenu un feuilleton dans l'actualité, l'affaire Tropman. Avant ça, il n'y a rien. Et donc, à partir de 1850, les journaux ne se vendent plus qu'autour du fait divers et créent les conditions d'une sorte de feuilletonnage du fait divers. Et le cinéma, comme la télévision, va faire. Regardez, une des plus belles affaires, l'affaire Marie Bénard de Claude Chabrol. Vous êtes tous persuadés que c'est un film de cinéma ? C'est un film de télévision. D'accord. Donc la télévision a créé autour du fait divers, à partir du cinéma, Le Juge et l'Assassin. Vous avez quand même le plus beau décortiquage d'une procédure judiciaire sur un serial killer français, avec Philippe Noiret absolument formidable, très proche de la réalité, en tout cas de ce que racontent les journaux de l'époque. Là, on a un peu de mal à avoir des feuilletons télévisés. Et pourtant, tout ça, c'est du cinéma, mais ça donne une vraie empreinte dans l'imaginaire collectif. Et puis, vous avez Le Silence des agneaux. Ça, c'est formidable, parce que le serial killer n'est pas un, mais 3. Et donc, à partir de 3 serial killers qui chacun existent dans leur ligne particulière, on en fait un seul, Hannibal Lecter. Et tout le monde, quand on voit Le Silence des agneaux, a ce petit moment, ce petit frisson. Voilà. Donc, il faut le prendre comme ça. Vous racontez le fait divers. Alors, Stéphane et moi, nous avons réparti les rôles. Je raconte le crime, il raconte le cinéma. Nous sommes restés chacun dans nos compétences, et heureusement d'ailleurs, parce que, un peu comme Xavier Bertrand tout à l'heure, si on avait fait l'inverse, ça n'aurait pas bien marché. Je parle pour les régimes alimentaires, encore que je peux m'appliquer aussi le processus régime alimentaire. Mais donc voilà, en fait, c'est un processus qui vise à dire, voilà la réalité telle qu'elle a vraiment eu lieu. Vous allez voir l'écart entre la réalité et le film. On est parti très loin, et on se rappelle même plus ce qui s'est passé, ou en fait, on est resté assez proche. Vous avez un feuilleton remarquable actuellement à la télévision qui est, par exemple, Sambre. Qui est très proche de la réalité du point de vue de tous les auteurs. Vous avez eu, sur les viols, dans les années 70, au moment où on ne traitait pas vraiment ni bien de ce genre de choses. Vous avez par exemple des fictions, notamment sur TF1, qui sont tout à fait remarquables et qui reviennent sur des événements qui ont eu lieu, alors soit très loin, soit pas très loin, sur des violences sexuelles, sur l'inceste. Vous avez des événements tout à fait remarquables. J'ai vu l'autre jour ma nouvelle collègue Muriel Robin, qui joue mon rôle.
Profileuse. Non, professeur de criminologie. Professeur de criminologie, Justement, profileuse, ça aurait été la 708e. Non, elle est professeure de criminologie. On a échangé chez vos collègues de quotidien sur nos travaux respectifs, ce qu'elle a appris du travail. D'ailleurs, je lui ai offert l'encyclopédie. Elle était tout à fait ravie. Je crois qu'elle a été très contente de l'expérience. Il y a deux, trois mots qui ont été entre guillemets empruntés à mon discours habituel, et donc j'étais très flatté de cette situation. Oui, en fait, la réalité, c'est que la fiction n'invente jamais rien. En fait, la fiction prend des thèmes et essaye de s'en éloigner le plus, et à ce moment-là, on ne retrouve plus la source initiale. Soit elle prend des vrais faits, et on est au début de ces affaires. Voilà, un feuilleton effectivement sur TF1, Crime, dont on retrouvera, j'espère, une saison 2. Et il a très bien marché. C'est sûr, c'est bienvenu. J'espère qu'on va se revoir pour parler... c'est une matière romanesque, de toute façon, inépuisable et sans doute la plus inspiratrice. Et justement, dans les faits divers des derniers mois, vous vous êtes dit à un moment, oula, ça va faire un film à coup sûr. Mais je pense que, vous voyez, alors la différence, c'est par exemple le terrorisme, ça met beaucoup de temps à sortir parce que la tension est très forte. Entre Bac Nord et Novembre, vous sentez bien que l'accueil n'est pas le même vu par les victimes, pas vraiment vu par l'opinion. L'opinion est intéressée. Munich, ça a été très dur pour Munich, c'est les attentats aux Jeux Olympiques. Ça a été très dur pour les victimes allemandes et israélienne. Donc on sent bien qu'il y a des moments qui sont ouverts pour ça. Par exemple, je lisais Sambre, vous avez récemment Le Colosse au pied d'argile, par exemple, qui sont des films de télévision, des choses qui sont tout à fait remarquables, mais qui mettent du temps à sortir parce que la question de l'inceste a mis beaucoup de temps, la question MeToo a mis beaucoup de temps, puis tout d'un coup vous avez un déferlement de films parce que comme l'opinion est prête, que les victimes sont prêtes, à ce moment-là, ça devient un extraordinaire support de mobilisation et d'indication qu'il faut vraiment s'occuper de la question. Mais il y a beaucoup de films qui ont du mal à sortir. Erik Brockovich, c'est le premier film environnementaliste de l'histoire où on montre une mobilisation contre une industrie polluante qui tue des femmes et des enfants et qui permet à une femme toute seule, assistante juridique, elle est SDF quasiment, vous voyez l'état de sa voiture, tout d'un coup de devenir l'héroïne d'un processus qui est la première grande victoire sur cette question. Donc il y a des moments qui sont faits pour ça, mais oui, tout ce que nous vivons aujourd'hui deviendra à un moment ou un autre un roman, un film, un téléfilm, une fiction ou un docu-fiction. Roman sur Isère. On va dans le réel, là, ce qui s'est passé ces derniers jours. Avant que Claire ne revienne sur une de vos déclarations, en ce qui s'est passé à Crépol, l'enquête qui progresse semble montrer que, dans le fond, la piste identitaire n'est pas si évidente que cela. Et donc, on a deux camps. Il y en a ceux qui disent c'est une vendetta anti-blanc qui s'est produite avec une partie de la cité de Romans-sur-Isère qui est allée à Crépol poignarder des participants à balle. Et puis d'autres qui disent non, il y a une provocation, bon, il y a des couteaux et ça s'est mal fini. Quel est votre regard, vous ? Alors d'abord, ceux qui ne savent rien parlent beaucoup et ceux qui savent parlent peu. Et en matière de faits divers, sur le moment, il n'y a rien à dire et rien à savoir. Et c'est le drame de l'agitation, la posture, etc., que de vouloir immédiatement tout dire quand on ne sait rien. C'est une vraie difficulté. Moi, je passe ma vie à ne jamais commenter des faits divers au moment où ils se passent. D'abord parce que mon côté bouche-trou est assez limité malgré mon volume. Et ensuite parce que quand on ne sait rien, on ne dit rien. Et on attend simplement que l'enquête commence à démontrer des choses. On a vu assez rapidement des phases particulières, une qui est une bagarre de boîte de nuit ou de fête du village, une autre qui est une arrivée de renforts massifs, et un troisième épisode qui est ceux qui ont des couteaux et ceux qui n'en ont pas. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. Après, tout le reste est devenu une affaire liée au prénom éventuel d'une partie des supposés ou présumés coupables
qui n'étaient que des gens qui étaient interpellés dans l'enquête, dont un toujours en fuite d'ailleurs, et qui permettaient peu à peu de savoir exactement ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup de témoignages, des témoignages directement de proximité, parce que quand on explique qu'il y a eu 100 et quelques témoignages, c'est sûr, mais il y a ceux qui étaient directement là, ceux qui sortaient de la salle, ceux qui sont arrivés après. Le témoignage s'étale dans le temps, le témoignage immédiat est assez réduit. Il y a ceux qui ont vu les prémices de cette affaire, une affaire de Chiquita et de cheveux longs, semble-t-il. L'un aurait traité l'autre de Chiquita parce et que ce serait le déclencheur. C'était la musique du moment, et il n'avait probablement pas bu que de la badoie, donc évidemment le procès est un peu complexe. Mais au fur et à mesure, on voit avancer l'enquête progresse vers des éléments de vérité qui vont être évidemment très différents. Il y a eu un emballement, là. Oui, bien sûr, mais c'est la nature du système. Il y a eu d'enterrement depuis le Pervoise jusqu'à nos jours. Chaque fait divers mis en scène par la politique est une posture et pas un élément de réalité. La criminologie, on a un diagnostic qui doit être partagé, un pronostic qui doit être discuté. Donc pour l'instant, vous ne vous prononcez pas. Vous dites il faut attendre. Même vous avez dit très vite d'ailleurs, je ne crois pas à deux France qui sont face à face. Oui, parce que le début de l'enquête montrait que c'était très différent, puisque à l'intérieur de la salle de bal en question, une partie des populations concernées avait dansé une partie de la nuit, et tout ça se passe très tard. Donc il n'y a pas eu une opération montée. Par contre, il y a eu des renforts qui sont arrivés et il y a eu des couteaux. Et donc, il faut bien isoler chaque partie de cette affaire, ce qui permet effectivement de se rendre compte. Mais du coup, comme il semblerait que sur la base désormais assez peu criminologique de ton prénom indique qui tu es, ce qui est curiosité assez intéressante, parce que le prénom ne veut rien dire de particulier. Je connais des gens qui ont des prénoms très exotiques et qui sont parfaitement chrétiens, des gens qui ont des prénoms très français et qui ne le sont pas du tout, très français au sens de historiquement calendrier chrétien, mais qui ne le sont pas. Et donc tout ça n'a aucun sens. Mais c'est l'emballement général visant à chaque fois utiliser un fait divers pour garantir une prise de position politique. Je vais être plus précise. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que quand on ne dit pas que c'est du racisme anti-blanc ce qui s'est passé à Crépol, on ment aux Français. On a entendu ça. On ne dit pas la vérité aux Français. On s'aveugle. Dire la vérité, quoi qu'il arrive. Il y a du racisme anti-blanc et il y a du racisme anti toutes les autres couleurs. Le racisme est généralement répandu à partir du moment où on est contre non pas qui vous êtes, mais ce à quoi vous ressemblez. Il y a des gens qui agressent d'autres gens en utilisant des épithètes et des éléments qui sont racialistes. Ils existent. Donc l'idée, c'est pas de dire on parle pas de ceci ou on parle pas de cela. On doit parler de tout, mais certainement pas en généralisant à partir d'aucun élément qui permet de savoir. 9 témoins disent j'ai entendu dire anti-blanc, et un témoin dit j'ai entendu dire anti-arabe. Pardon, bougnoul, parce que c'est le terme qui a été utilisé. Voilà. Eh bien, ils l'ont dit. C'est un fait acquis, c'est dans le dossier, et donc ceci doit être pris en compte. Est-ce que globalement cette affaire ressemble à ça ? La réponse est au moment où nous parlons, au vu de l'enquête et des éléments qui sont connus, et beaucoup sont très connus très vite, semble-t-il, on est assez loin de cela. Est-ce que ça veut dire qu'il n'en peut pas, que le racisme anti-blanc n'existe pas ? Certainement pas. Ça existe, et il y a un certain nombre de faits divers qui montrent clairement des orientations racialistes menées par des gens contre des gens qui me ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à quelqu'un qui vient du Maghreb ou d'Afrique noire. Mais c'est une réalité. Je ne la généralise pas. On a bien compris. Alain Bauer, juste après Crépol, il y a eu Romans-sur-Isère avec ces défilés dans les rues, ces groupuscules d'ultra-droite, un peu partout ensuite dans quelques autres villes de France. Ce matin, en Conseil des ministres, normalement, 3 groupuscules d'ultra-droite devraient être dissous. L'Express révélait hier que 2 projets d'attentats avaient été déjoués de l'ultra-droite depuis le mois de juin. Est-ce qu'elle est surveillée, très surveillée, assez surveillée, cette ultra-droite ? Alors, elle est très surveillée parce que le problème, c'est qu'on surveille beaucoup tout le monde. Vous avez dans le fichier des personnes recherchées 600 000 fiches. Dans le fichier des radicalisations dites S, ça veut dire juste signalées et pas toujours surveillées, 30 000. Dans le fichier des fiches actives de l'antiterrorisme, 5 000. Vous imaginez l'ampleur de ce que ça représente en termes de mobilisation de moyens. Il y a quelques trous dans la raquette, on en a parlé, notamment quand on passe du renseignement au judiciaire, du judiciaire au pénitentiaire,
du pénitentiaire au médical, on ne peut pas dire que la coopération et l'échange d'informations soient toujours optimisés, notamment quand tout a été fait comme il faut, mais que quelqu'un vous dit « Ah oui, mais il ne va pas bien » et qu'on ne sait pas très bien sur quel bouton appuyer pour empêcher un attentat. C'est le cas de ce qui s'est passé près de la Tour Eiffel. Mais sur le fond, oui, il est très renseigné. D'ailleurs, si les attentats n'ont pas lieu, c'est bien parce que quelqu'un s'en est occupé. Ma question, certains disent l'ultra-droite, en fait, c'est pas ça le problème. Non, c'est un problème comme un autre. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un veut commettre un attentat, qu'il veuille tirer sur le président de la République, Jacques Chirac, sur les Champs-Élysées, ou commettre des attentats contre des Marocains allant au stade, ou des gens qui festoient, ou le Bataclan ou autre chose, tous ceux qui veulent commettre des attentats, par principe, doivent être surveillés et empêchés de les commettre. Mais je précise, avant 2016, attentat de Nice, il y a eu 5 opérations préventives menées par les services de renseignement parce qu'ils n'anticipaient pas les problématiques et qu'ils étaient très dans l'après plus que dans l'avant. Depuis, il y en a eu 60 qui ont été empêchés. C'est-à-dire qu'on est passé de la réaction au préventif, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais de ce point de vue-là, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les ultras, tout ce que vous voulez, tous ceux qui utilisent la violence comme un mode naturel d'affirmation de leurs idées et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, des Black Blocs au Yellow Black, en passant par les environnementalistes les plus, entre guillemets, radicalisés, ce mot ne veut pas dire grand-chose, mais on va faire comme si on lui donnait un sens, jusqu'à des militants extrêmement déterminés contre les immigrés, ce qui a existé un temps, antisémites, islamophobes, tout cela doivent être surveillés, et ils le sont, mais ils prennent, leur quantité a beaucoup cru, la ragosphère qui existe sur Internet. La radicalisation, vous dites. Oui, non, la ragosphère, la trollisation. Vous appelez ça la radicalisation, je ne sais pas ce que c'est. Oui, la ragosphère, la sphère de la rage. Des écolos radicalisés, c'est dans la ragosphère. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire radicaliser. Mais par contre, ils sont très enragés. Qui revendiquent des méthodes de violence pour faire aboutir leurs idées. Le mot radical ne veut pas dire ça. Voilà. D'accord. Le radical, c'est un vieux monsieur avec une barbe blanche dans une cabine téléphonique et qui défend la laïcité. Vous voyez, non, bah alors ceux-là, ceux qui estiment que la violence est un outil d'expression et de revendication légitime. Ils le défendent et donc ils sont surveillés et donc ils devraient être empêchés de les commettre dès lors notamment quand ils s'attaquent à des personnes. Car le problème, c'est aussi le passage qui a existé dans l'histoire du terrorisme et des activités violentes de l'atteinte aux biens, qui a été le cœur de toutes les opérations historiques sur ces questions, à l'atteinte aux personnes, parce qu'on trouve ça normal, que ça soit un maire, un policier, un élu, un journaliste. Enfin, vous avez une liste très importante de violences sur les individus qui n'est pas acceptable du tout. Il n'y a pas de débat sur la question. Le reste, tout peut se comprendre, tout peut s'écouter, les mobilisations de masse, empêcher les tracteurs d'avancer, monter sur les arbres. Je comprends tout ça, et même d'ailleurs, de temps en temps, ils peuvent m'être sympathiques, parce que mon état de boomer montrant ce qu'on laisse à nos enfants, petits-enfants, etc., m'incite à penser que leur mobilisation est parfois plutôt sympathique. Mais elle doit rester non violente. Alors ça nous amène à l'attaque terroriste de ce week-end. Comment est-ce que, comment vous identifiez, vous expliquez les failles justement dans la surveillance, dans l'échec justement de la déradicalisation Alors justement, le drame, c'est qu'il n'y a pas eu de faille. C'est ça le côté terrifiant de cette affaire. C'est-à-dire que il essaye de commettre un attentat. Il est repéré, interpellé, condamné. Il fait toute sa peine. Il est condamné à un suivi judiciaire qu'il respecte. Il va jusqu'au bout de l'injonction et des compléments médicaux psychiatriques de cette affaire. Le médecin lui dit « tout va bien, vous pouvez arrêter vos médicaments ». Il arrête ses médicaments. Il vient se présenter de temps en temps au commissariat pour dire « bon, j'ai une petite poussée, certes j'étais copain avec celui qui a tué X ou qui a agressé Y ». Et puis il ne se passe plus rien jusqu'au moment où sa mère vient dire « attendez, il ne va pas bien ». Et là, il y a un problème parce qu'il n'est plus judiciarisé, il est toujours suivi par le renseignement, qui ne sait pas exactement quoi faire, puisque sa mère dit « je ne vais pas l'envoyer en hospitalisation sous contrainte », ce qu'on peut comprendre quand on est une mère, mais il n'y a pas de moyen de trouver une relation entre ce que le renseignement sait faire et ce que le médical sait faire. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, il y a une sorte de commission. Je ne pense pas qu'il faut remplacer les psychiatres par des flics, mais je ne pense pas que les psychiatres tout seuls, surtout quand ils ont des centaines, voire des milliers de cas à suivre, comme les juges d'application des peines, soient capables de comprendre ce qui se passe. Et quand vous avez une alerte donnée par un proche qui vous dit qu'il se passe quelque chose, il manque un élément, non seulement d'alarme, mais de réaction d'alarme, qui peut passer effectivement, non pas par l'enfermement immédiat, mais par une injonction de se représenter devant une commission composée notamment de psy
et sous l'autorité d'un magistrat, il faut faire les choses très proprement. Est-ce que la France est plus menacée que jamais ? Oui, elle est très menacée. En plus, elle a décidé d'avoir toute une série de grands événements internationaux, dont un extrêmement spectaculaire. Parce que quoi qu'il arrive, durant les Jeux Olympiques, vous avez droit à la couverture mondiale de l'événement. Et donc, oui, elle est très menacée. Elle est encore plus menacée du fait des événements qui se passent à l'extérieur. Nous sommes un des rares pays qui a droit à la fois à la punition interne et la punition externe. Quand il y a un problème chez nous, on a droit à une sorte de poussée de la violence. Quand il y a un problème à l'extérieur, depuis l'attentat de la rue Copernic en 80, nous avons droit aussi à un phénomène chez nous. Juste rapidement, Nicolas Lerner, le patron de la DGSI, qui est très rare, il parle aujourd'hui, une interview dans Le Monde ce matin, où il dit « La propagande de l'État islamique séduit une nouvelle génération d'adolescents ». C'est ça qui le marque. Oui, il a raison. Il a raison. La moitié des nouveaux interpellés préventivement par la DGSI sont totalement inconnus et très jeunes, entre 15 et 18 et pas entre 25 et 30 comme d'habitude. Donc il se passe une nouvelle génération qui est une génération TikTokisée, qui est une génération trollisée, qui redécouvre toute une série d'éléments et qui n'a aucun repère particulier et qui trouve ça fun, parce que c'est leur moment de télé-réalité, c'est le moment où ils deviennent un héros. Oui, qui sont, enfin français, en tout cas, ils vivent sur le territoire national, ils n'ont jamais été ailleurs, leurs parents ne sont pas djihadisés, eux-mêmes ne sont pas connus, et donc nous avons de plus en plus d'inconnus terroristes qui arrivent sur, entre guillemets, le marché de la terreur, et le travail est de plus en plus compliqué, où il y a besoin de plus en plus d'analyse, justement, pour intervenir avant l'acte et pas après l'acte. Pour conclure, Magali ? Non, mais et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, évidemment, enclenche le passage à l'acte. Comme d'habitude. Mais ça pourrait se passer n'importe où. Je veux dire, Gaza, c'est encore plus marquant parce qu'une partie des nouvelles générations aux États-Unis, ils redécouvrent le message de Ben Laden d'il y a 25 ans, comme si c'était la nouveauté du siècle. Mais la TikTokisation des cerveaux, c'est un vrai sujet aussi. Hein. La rétention automatique pour les... Moi, je crois à rien qui soit automatique. Je ne crois qu'au sur-mesure, je n'achète pas en prêt-à-porter. Donc vous n'achetez pas ? Non. Vous n'achetez pas en prêt-à-porter. Non. Il faut faire de l'horlogerie fine, oui. alors même que la menace peut venir de tous côtés. Oui, mais la démonstration est faite que ça marchait très bien. Vous avez un système qui s'appelle PERS qui a géré 300, entre guillemets, déradicalisés. Ce mot ne veut pas plus dire grand-chose que radicalisés, où il y a eu 0 tentative récidive. Et sur l'ensemble des 50 dernières années, on a dû en avoir 2 ou 3. 3, c'est trop, hein. Mais 3 par rapport à combien ? Vous savez, la généralisation active. Il faut faire quelque chose. Il y a un petit trou dans la raquette qu'il faut traiter dans cette affaire en question. Mais sur l'essentiel, le problème, il est le sur-mesure. Le sur-mesure est le seul moyen de procéder à une déradicalisation éventuelle, de marquer une garantie des protections des personnes et surtout d'écouter les gens qui viennent vous dire « il se passe quelque chose, faites donc quelque chose ». Et le problème, c'est que cette mère de famille a fait le travail et que notre système n'a pas réussi à y répondre. Et de ce point de vue-là, il y a une réponse qui doit être donnée judiciaro-médical, c'est pas une question de police ou de renseignement, et le préfet, il est là pour ça, ça existe d'ailleurs, l'hospitalisation sous contrainte existe depuis des années, ça marche très bien, c'est sous contrôle, et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner dans les cas de terrorisme. Alain Bauer, criminologue, professeur au Conservatoire national d'arts et métiers, et qui nous offre ce livre pour Noël, en tout cas, si vous voulez l'offrir à quelqu'un. C'est passionnant, le crime au cinéma, il y a plein d'images, de films, c'est toujours agréable à voir. Merci beaucoup à vous d'être